Les techniques d'analyse spectroscopique sont des techniques qui sont non invasives, en ce sens qu'elles ne détruisent pas les molécules que l'on cherche à étudier par ces moyens-là. L'idée générale, c'est de fournir de l'énergie à un composé chimique via des photons de longueur d'onde de nature différente. Et selon l'énergie que l'on apporte, on va avoir des réponses différentes qui apporteront différentes études de la molécule. Si vous faites de la spectroscopie dans le domaine des photons UV ou visibles, ce qui est mis en jeu, c'est une transition des électrons entre les orbitales, généralement entre les orbitales frontalières. Donc ça va renseigner sur différentes fonctions possibles. Ensuite, on a la spectroscopie infrarouge. Là, les photons envoyés vont permettre des réponses de type vibration ou rotation des liaisons caractéristiques du composé. Et enfin, la spectroscopie RMN, elle envoie des longueurs d'onde plus petites qui vont entraîner des transitions qui se passent au sein du noyau et qui vont concerner différents types de noyaux. Lorsque l'on met en œuvre une technique de RMN, eh bien, on va soumettre les noyaux des différentes molécules à un champ magnétique B0 qui est créé par la machine. Ce qu'on sait, c'est que certains noyaux ont la capacité de répondre par une excitation particulière à l'application d'un champ magnétique. On dit qu'ils ont un spin nucléaire. Pour avoir un spin nucléaire, il faut qu'ils aient différentes propriétés liées à leur nombre de masse ou leur numéro atomique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est particulièrement la réponse des protons, mais il faut que vous sachiez qu'on peut aussi s'intéresser à des RMN d'autres types de noyaux, notamment les carbone 13. Essayons d'imager tout ça. Le noyau H, c'est-à-dire le proton, on va pouvoir l'identifier à une petite aiguille aimantée qui serait soumise à un champ magnétique. S'il n'y a pas de champ magnétique, alors ces différents spins nucléaires ont des orientations qui sont totalement quelconques dans l'espace. À partir du moment où on applique un champ B0, n'oubliez pas qu'un champ magnétique c'est aussi une donnée vectorielle, eh bien on peut constater que toutes les petites aiguilles aimantées, c'est-à-dire tous les spins nucléaires, vont s'orienter parallèlement au champ B0, mais attention, elles ont le choix de deux directions, soit même orientation et même sens, soit même orientation et sens opposé. Donc deux réponses possibles. Évidemment, selon le sens dans lequel elles vont s'orienter par rapport au champ B0, il est évident qu'elles n'auront pas la même énergie. Donc je peux comprendre que lorsque j'applique les différents protons à l'action d'un champ B0 magnétique, j'ai deux états énergétiques qui vont apparaître. Le phénomène de résonance magnétique nucléaire, c'est ça. Quelle est l'énergie que je dois fournir à un spin de proton pour qu'il puisse changer d'état, c'est-à-dire que son spin se retourne. L'expérimentateur va donc fournir un photon d'énergie H nu0, Hc sur la longueur d'onde qu'il aura choisie. Et les calculs énergétiques des deux états énergétiques permis pour les deux sens de spin nucléaire permettent de montrer que la fréquence que doit choisir l'expérimentateur pour provoquer le retournement du spin, eh bien, elle est proportionnelle au champ magnétique qui va être mis en œuvre. C'est à partir de cette petite constatation un petit peu théorique que la RMN va prendre tout son intérêt. En vrai, c'est l'histoire d'une manipulation ratée. Au départ, les scientifiques pensaient que lorsqu'on avait choisi le champ B0 créé par la machine, eh bien, tous les protons de la molécule allaient se mettre à retourner leur spin pour la même fréquence, nu0, proportionnelle au champ qui avait été créé. On pensait donc avoir un unique système de réponse. Qu'est-ce qui était mis en œuvre pour observer cette réponse? Eh bien, le fait que lorsque une espèce chargée, ici le proton chargé positivement, était en mouvement dans un champ magnétique, eh bien, on s'est montré que cela va pouvoir être à l'origine de la création d'un courant électrique. Donc, ils ont construit des machines, on va passer sous silence toute la technologie qui est derrière, dont le principe était le suivant. On envoie un champ B0 sur des protons, ces protons subissent une résonance, c'est-à-dire que leur spin nucléaire se retourne et nous, on observe un courant créé lors du retournement de ces protons. Donc, je résume, on attendait que pour une longueur d'onde particulière, une fréquence particulière envoyée, eh bien, on ait une réponse en courant I, tout cela pour le champ magnétique créé par la machine. Évidemment, vous connaissez la fin de l'histoire, tous les protons ne se sont pas mis à se retourner pour la même fréquence, c'est-à-dire pour la même énergie absorbée.
On en a déduit qu'en fait, les différents protons d'une molécule chimique allaient avoir des réponses en résonance magnétique nucléaire qui n'étaient pas toujours identiques. Certes, il y avait des groupes, ce que l'on appelle ensuite les protons isochrones ou chimiquement équivalents. Vous choisissez les deux manières de dire. Isochrone, ça veut bien dire qu'ils résonnent en même temps. On va se mettre dans la peau du scientifique, il se dit mais comment se fait-il que j'ai deux signaux? Et quand on analyse la forme de la molécule sur l'exemple que je vous propose, et bien très rapidement on s'est rendu compte en fait que ces signaux étaient proportionnels au nombre de groupes de protons qui allaient avoir un environnement électronique identique dans la molécule et donc des protons chimiquement équivalents. C'est la courbe d'intégration qui va vous permettre de savoir quel est le nombre de protons chimiquement équivalents, c'est-à-dire ceux qui résonnent dans le même signal. En vrai, lorsque la courbe est tracée, le stylet se déplace en fonction de la longueur d'onde qui est envoyée par la machine, et donc on ne trace pas un pic, mais on trace un signal qui est plus ou moins pointu, et dont on a une surface intérieure, une aire intérieure. Et la courbe d'intégration, elle résume sous forme de saut d'intensité la surface réellement tracée au cours de l'étude spectroscopique. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'une courbe d'intégration, elle mesure l'aire de la courbe tracée sur le spectre et qu'elle est proportionnelle au nombre de protons isochrones. Donc pour moi, si j'avais une courbe d'intégration à analyser, je mesurerais des paliers, c'est-à-dire des hauteurs de saut d'intensité lorsque de nouveaux protons se retournent, et je dois juste savoir que ces changements d'altitude sont proportionnels au nombre de H dans chaque courbe. Donc en fait, comment savoir quelle est la hauteur de saut due à un nouveau proton qui se retourne? On mesure la somme totale des altitudes mises en jeu sur la courbe, la somme totale des marches d'escalier, on divise par le nombre de protons qu'il y a dans le composé, et vous avez donc ainsi la hauteur montée chaque fois qu'il y a un proton. Donc il suffit ensuite de reprendre chaque altitude une par une, et de diviser par la hauteur due à un proton. Vous tomberez sur le nombre de protons contenus dans chacun des signaux. C'est quelque chose qu'on ne vous fait plus trop faire normalement parce que maintenant, de manière électronique, ce calcul est proposé directement sur les spectres. Alors, une fois qu'on a compris que le nombre de signaux qui est donné sur un spectre RMN, c'est lié au nombre de groupes de protons chimiquement équivalents, il faut maintenant se demander pourquoi chaque groupe de protons a effectivement une position de signal, c'est-à-dire un déplacement chimique, on va y arriver doucement, qui est différent. Bien entendu, vous devez savoir que cela est dû au fait que chacun de ces groupes voit un environnement électronique différent. Quelle est la propriété qui est derrière? L'idée, c'est que chaque proton devait se mettre à résonner, retourner son spin pour le champ magnétique qu'il percevait. Lorsque l'on a construit la machine, on s'imaginait qu'on allait fournir le champ B0 uniforme. Oui, mais entre les deux, il y a les lois de la magnétique. Certes, vous vous intéressez à un proton. Mais n'oubliez pas que ce proton a un environnement formé d'électrons. Et les électrons ici, ce sont des charges qui sont en mouvement. On revient encore une fois aux lois de l'électromagnétisme. Une charge en mouvement dans un champ magnétique va avoir elle-même la capacité de créer un champ qu'on dira induit. Un champ dont l'intensité peut être faible, mais dont l'intensité est opposée au champ magnétique perçu. C'est donc l'histoire d'un électron ou de plusieurs électrons qui vont recevoir eux aussi le champ magnétique B0 créé par la machine et vont donc être responsables de l'apparition locale d'un petit champ B, petit b, dont l'intensité est proportionnelle au champ créé par la machine, mais dépend du nombre d'électrons présents dans l'environnement. Résultat des courses, en toute rigueur, le proton dont j'attends le retournement n'est pas celui qui reçoit le champ B0, mais celui qui se reçoit la somme des champs magnétiques de son voisinage, c'est-à-dire B moins petit b, B0 facteur de 1 moins sigma. On constate donc qu'il va se mettre à résonner à une fréquence qui est proportionnelle au champ réellement ressenti, donc un déplacement de la résonance. Si je continue mon raisonnement, j'en arrive à définir deux mots, le mot blindage et le mot déblindage, dont vous savez qu'ils sont tirés de l'anglais blind. Un blindage, c'est rendre aveugle.
Il y a blindage lorsque l'environnement des protons que j'étudie est un environnement qui est riche en électrons. Mais du coup, plus il y a d'électrons, plus le champ magnétique induit en opposition à ce que fournit la machine va être important, c'est-à-dire le champ perçu par les protons va être plus petit. Donc, la fréquence de résonance réelle des protons qui ont beaucoup d'électrons autour d'eux sera une fréquence beaucoup plus basse. Il y a blindage, le déplacement chimique est petit. Quand est-ce que je m'attends à ce qu'il y ait blindage? Lorsque l'environnement des protons est un environnement électrodonneur, on envoie les électrons vers les protons, de préférence avec des environnements plus I ou plus M. Et je vous rappelle que les environnements plus I, c'est quand vous avez beaucoup de groupes alkyles dans votre environnement. Donc tous les protons liés à des CH3, par exemple, ou au bout de chaînes carbonées plutôt linéaires, vont avoir des déplacements chimiques tout petits. Inversement, lorsque l'environnement met en jeu des effets électroattracteurs, on va déshabiller, si vous me permettez l'expression, les protons étudiés de leurs électrons voisins. Donc la perception du champ magnétique est plutôt intense et donc le déplacement chimique plutôt intense. Résultat des courses, quand il y a au voisinage des protons que j'étudie des groupes électroattracteurs, -I, -M, notamment des oxygènes, eh bien les déplacements chimiques vont être plutôt grands. Et je dirais qu'il y a un effet déblindant. Allez, on reprend cette nouvelle notion sur toujours la même étude de notre molécule. Nous savions déjà qu'il y avait deux groupes de protons chimiquement équivalents, que nécessairement leurs intégrations étaient différentes puisqu'il y avait un groupe de 3H et un groupe de 2H. Et maintenant, je regarde la position relative des deux signaux en analysant les capacités de blindage ou de déblindage. En l'occurrence, si je m'occupe du groupement CH3, mais le groupement CH3, il est soumis à l'effet attracteur de l'oxygène, donc cet effet attracteur est légèrement déblindé. Par contre, les deux H du CH2, ils sont soumis à deux effets attracteurs, celui de O et celui de Cl. C'est-à-dire que globalement, il est plus déblindé que le signal du CH3. Donc il est normal que le déplacement chimique du CH2 soit plus grand. Je peux me permettre sur des molécules simples de faire des comparaisons relatives de déplacement chimique, mais je vous rappelle que ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez capable d'aller chercher dans une table de données de déplacement chimique vers quelle valeur de delta j'attends mon signal. Pas trop de valeurs connues par cœur. Allez, je reprends les différentes étapes de raisonnement sur un exemple qui reste relativement simple. Première chose que je mets en œuvre quand on me fournit le squelette de la molécule, je recherche quels sont les groupes de protons qui ont exactement le même environnement chimique, en n'oubliant pas que les libres rotations sur les liaisons simples sont autorisées, ce qui me permet par exemple d'affirmer que les 3 CH3 du tertiobutyle ont exactement le même environnement chimique dans l'espace. Donc j'ai un premier groupe qui sera un groupe de 9H, donc j'attends un signal d'intégration 9, c'est-à-dire correspondant à 9 protons isochrones. Ensuite, sur ma courbe, il y aura un groupement de 2H d'une courbe d'intégration 2 et enfin, il y aura un proton seul qui sera celui du OH d'intégration 1. Ensuite, en termes de blindage ou déblindage. Bien entendu, le signal de 9H est loin des sources électroattractrices, c'est-à-dire le seul oxygène qui ici pourrait avoir un effet -I. Il est très loin, il est donc très peu déblindé, inversement, il est plutôt blindé, son déplacement chimique est petit. Le CH2 est soumis à l'attraction de l'oxygène plus fortement, son déplacement chimique a augmenté. Quant à en connaître la valeur, il faudrait que j'aille chercher dans une table le déplacement chimique moyen d'un CH2 accroché à un OH. Je ne retiens pas cette valeur par cœur. Dernière remarque intéressante, le H est accroché à l'oxygène. Là aussi, son déplacement, je ne le connais pas à l'avance. J'utilise une table pour le positionner sur le spectre. Alors sur les exemples précédents, chacun des signaux n'était composé que d'un seul pic et vous savez qu'il reste encore une grandeur à analyser. Le fait que quand on observe dans la majorité des cas les réponses RMN, les signaux ne sont pas composés d'un seul pic dont la grandeur dépend de l'intégration, mais sont constitués d'une multiplicité de pics qui mettent en jeu la notion de couplage entre spins voisins.
Encore une fois, je n'oublie pas d'analyser dans l'ordre 1 le nombre de groupes de protons chimiquement équivalents sur la molécule qui m'intéresse ici, sur